Bon. Bonjour à tous. Hello everybody, good morning. Je vais parler en anglais dans pas très longtemps, comme ça vous laisse le temps de mettre les casques. Je faisais signe à Clement parce qu'on m'avait annoncé que les speakers avaient choisi des musiques qui allaient être diffusées en introduction et je trouvais que c'était très court, on n'a même pas entendu 2 mots. On est en retard, oui, mais quand même, on avait envie d'entendre cette musique. Bon, hein, c'est vrai. Bon, je vais donc passer en anglais parce que ça sera plus simple. De passer la parole au premier speaker en tout cas et au troisième. Et puis on fera une petite incursion par le français avec Sénamé au milieu de la table ronde. Cette session, comme vous le savez sans doute, est consacrée à la 3e révolution industrielle à l'international. So to introduce this session, I would just like to tell you about a very interesting article. Je voulais vous parler d'un article très intéressant que j'ai lu la semaine dernière dans un magazine américain qui s'appelle Fast Company, qui parlait des meilleures pratiques. Vous savez qu'on parle de durabilité, de responsabilité sociale. Les sociétés parlent beaucoup de bonnes pratiques, comment elles peuvent améliorer leur modus operandi. Et donc, vous pouvez sans doute trouver ce magazine sur le web. Les bonnes pratiques ne vous rendent pas le meilleur, mais vous êtes un petit peu meilleur que la moyenne qui suivent la même tendance. J'ai trouvé ça intéressant. Et ce qu'ils disent, c'est que les bonnes pratiques nous permettent d'être un petit peu paresseux et de suivre le mouvement plutôt que d'être créatif. Ils disent également que les découvertes se font pas lorsqu'on suit les conventions, mais lorsqu'on les brise d'une façon ou d'une autre. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons parler pas tellement des bonnes pratiques, mais des prochaines pratiques de demain. Comme vous le savez sans doute, le concept de 3e révolution industrielle, qui sera un petit peu le fond de notre discussion, a été pondu par Jeremy Rifkin, qui a commencé dans un livre qui porte le même titre, que la crise actuelle n'est pas tellement une question financière, mais énergétique, et ces crises ce sont des étapes du modèle capitaliste qui dépendent des combustibles fossiles. Et donc, pour Rifkin, pour l'émergence d'Internet et des renouvelables de notre côté, font qu'il est possible de mettre fin à cette dépendance par rapport aux combustibles fossiles pour essayer de créer une 3e révolution industrielle. De certaine façon, cette révolution a commencé sur le terrain ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que, comme vous le savez, Jeremy Rifkin a travaillé avec Philippe dans la région sur le schéma directeur pour la région et qui est porteur d'une vision importante qui se développe, qui fait tache d'huile en Europe. J'ai entendu que le Luxembourg allait travailler sur un projet semblable, Rotterdam aussi. Et ce qui est intéressant dans cette révolution industrielle, dans ce concept, et ce dont vous allez parler ce matin, c'est le fait qu'on a une vision d'un monde ne dépendant pas du carbone, industriel quoi qu'il en soit, et qui galvanise un petit peu l'attitude des entreprises, des autorités publiques, des industriels. Et donc, nous allons nous focaliser sur les entrepreneurs qui ont déjà un petit peu la tête dans les nuages, entre guillemets, qui regardent, qui sont tournés vers l'avenir, mais qui ont les pieds solidement ancrés sur le sol et qui essaient de trouver de nouveaux modèles économiques. Donc, nous allons parler d'entreprises qui sont véritablement, qui mettent en œuvre cette idée de la 3e révolution industrielle. Tous les 3 sont soutenus portés par une vision très forte, ces 3 projets, par des personnalités aussi tout aussi fortes, vous le verrez quand vous les entendrez. Et elles ont aussi quelque chose en commun, elles transforment les externalités en opportunités pour renouveler, pour créer des emplois, pour partager des valeurs. Et enfin, je crois que les 3 projets
ont en commun de non seulement mettre l'accent sur le progrès technologique, mais aussi sur la révolution technologique, mais aussi sur l'innovation. Et je demandais aux trois intervenants de nous parler de la manière dont leur projet allie la révolution technologique et l'innovation sociale. Nous allons commencer avec vous, Doug. Doug Olborn est né en Allemagne. C'est un entrepreneur américain. Vous êtes PDG de James Start Fund, une plateforme de financement de crowdsourcing qui aide les preneurs entrepreneuriaux. Vous avez aussi le PDG de Hyperloop Transportation Technologies, qui est un mode de transport révolutionnaire qui a été aussi lancé par Elon Musk. Et vous l'avez incubé en utilisant encore une fois cette approche de crowdsourcing de Jet Start Fund. La question que je pose à vous trois, mais à vous en particulier, parlez-nous de votre projet. Comment est-ce qu'il a commencé? Comment se développe-t-il? Et comment met-il en pratique les principes de la troisième révolution industrielle? Et comment ceci allie l'innovation ainsi que la révolution? Merci à vous et à tous et toutes d'être ici. Et tout d'abord, je crois que moi, je suis un entrepreneur global, plus qu'américain. Je suis né en Allemagne, j'ai vécu en Italie la plupart de ma vie, et maintenant je suis aux États-Unis, mais c'est vrai que je suis un entrepreneur international. Vous m'entendez? Vous parlez tous anglais? Il ne sait peut-être pas qu'il y a une traduction. Donc, vous avez une petite vidéo ici. Nous allons voir un petit peu de quoi retourne ce projet. Vous pouvez nous le lancer, s'il vous plaît? America has always been a nation of doers. We build things. We take risks. And we believe that if you have a good idea and are willing to work hard enough, you can turn that idea into a successful business. Billionaire philanthropist Elon Musk has hinted at a new high-speed transport system that could put planes and trains out of business. I have a name for it, which is called the Hyperloop. So what's Hyperloop? Mr. Musk's plan: move people using a massive vacuum tube combined with a magnetic levitation system. Kind of like a Jetsons tunnel? It's something like that, yeah. It's called the Hyperloop. It's a system of giant suspended tubes. Riding within are capsules carrying people or freight travelling on cushions of air at speeds of up to 1,200 k's per hour, or roughly 1 kilometre every 3 seconds. You never crash. It is immune to weather. It goes 3 or 4 times faster than the sort of bullet train, and it would cost you much less than an air ticket. There are some companies that are forming to try to make the Hyperloop happen, and I encourage them. I think that's great. I'm super focused on Tesla and SpaceX, and to a small amount on Solar City, so that basically completely uses up my brain. The race is on. Elon Musk's vision for a high-speed passenger pods known as the Hyperloop is one step closer to becoming reality this morning. One of the known companies competing to capitalize on Musk's proposal, announcing today it has struck a deal with landowners in Central California to build the first full-scale Hyperloop along a 5-mile stretch along I-5, with construction set to begin in 2016. Let's bring in Dirk Olborn, who is the man who runs the Hyperloop Transportation Technologies team, which is announcing this deal with Quay Valley, California. This is an independent organization that has formed. We have 170 engineers, scientists, and really great professionals with amazing backgrounds. We actually plan on seeing the first Hyperloop very, very soon starting. Can you imagine and walk us through what it might be like to travel at the speed of sound? It's not going to be much different than sitting in an airplane, actually. Dirk Olborn says it's safer and more efficient than the railroad. Well, the system is completely computerized. So you optimize the system, and then you actually have the humans to monitor it. We will actually be able to generate revenues very, very fast. The company plans to go public later this year. We want to do a public offering. We want to give our community that's supporting us the possibility to own parts of the company. Will the
Hyperloop kill the railroad? The Hyperloop is going to do to the US what the railroads did in the 1800s. So it will change the way we live. It's possible today, it's based on existing technologies, and it's the right time, it's the right moment to finally get something doing like this. Is it visionary? In 30 years' time, will you and I be sitting on our rocking chairs going, well, we talked about it then, and he did it? So you think this is possible? This is not just... Yes, absolutely. Absolutely, yeah. For all those who said this is just a neat little thing to draw on a cocktail napkin, these guys are saying it will become reality. All right, so Donc ça, c'était une petite introduction à propos de ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Donc simplement pour expliquer, en 2013, Elon Musk a dit « On est en train de construire ce système de train à grande vitesse, mais nous sommes le centre de technologie du monde entier. Donc, on devrait donc construire quelque chose d'important. » Donc il était très occupé et il a dit « Bon, bah, peut-être, j'aimerais que quelqu'un un petit peu s'intéresse à l'idée. » Donc alors nous, on est entré en scène. Nous sommes une société, mais nous avons une manière très particulière de construire notre société. Mais j'y reviendrai plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est le Hyperloop? C'est une capsule qui est remplie de personnes qui voyagent à travers un tube. À l'intérieur de ce tube, on crée une très basse pression. La capsule est très semblable à un avion qui monte à une altitude élevée et qui peut voyager extrêmement rapidement avec très peu d'énergie. Tout est activé par l'énergie alternative. Et pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que vous serez peut-être surpris, mais il n'y a pas de train, de système de transport public qui soit véritablement, qui économise de l'énergie. Donc, tout est en fait subventionné par le gouvernement pour ce qui est les moyens de transport public normalement. Et pourquoi c'est pour ça que ça ne marche pas, à mon avis. Donc, le but, c'est de faire en sorte que le voyage, le transport soit quelque chose d'attirant, d'intéressant, de fascinant. Et nous, avec société, en faire une source de financement pour nous aussi, une source de profit. Donc, nos coûts opérationnels sont tellement bas que nous pouvons être rentables dans l'espace de 5 ans. Il y a par exemple un projet en Californie de même acabit et le coût est estimé à 60 millions de dollars et nous, c'est 8 ou 10 millions de dollars. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a toujours une meilleure manière de faire les choses. Quand on parle de transport, les distances entre le train demeurent les mêmes. Ceci est défini par... C'est une industrie qui est très vieille, donc, qui n'a jamais véritablement évolué. Donc, ce que nous avons fait un appel. En 2013, vous avez dit, tous ceux qui seraient intéressés par ce projet, pourraient avoir des stock options. Et notre équipe, maintenant, a 450 personnes, des professionnels, des ingénieurs, des experts en matière de médias sociaux, de PR, et qui appartiennent à une partie de la société. Alors, je crois que c'est important de penser ceci. L'Internet nous permet de travailler avec les meilleurs cerveaux du monde dans le monde entier. Et un projet comme celui-ci, un projet où le train, le métro, vous avez une idée de ce que ceci va coûter, mais ceci est décidé derrière, dans les coulisses. Mais nous, on est transparent. On permet à chacun de faire partie de ce projet, de le subventionner, d'en être une partie inhérente. Donc, on peut être plus intelligent. Si on construit une société, et il n'y a que vous. Grâce à Internet, on peut faire ce que l'on veut. On peut faire nettoyer ses vêtements, on peut téléphoner à son copain, sa copine, mais lorsque on a une société, on commence petit à petit, on se rend compte que l'idée que vous avez eue n'était pas très bonne. Mais si on a un millier de personnes, et ce millier de personnes peuvent vous donner leur retour, il est évident qu'on peut avoir une société qui peut être plus intelligente. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un billet, par exemple, du prix d'un billet?
Est-ce que le billet, c'est simplement la meilleure manière de faire ceci? On est en 2015. Vous avez tous l'air de millennials, dit-il. Ce sont les gens qui sont nés autour de l'année 2000, autour de 1986, et ils ne sont pas habitués à payer pour quoi que ce soit. Tout est gratuit. C'est cette génération-là. Les gens comme moi, je suis né avant cette période-là. Si je pense à combien il fallait que je payais pour acheter des jeux vidéo, c'est incroyable. Maintenant, ils sont tous gratuits. Si on voit sur Google tous les services que l'on peut obtenir, tout ça, c'est gratuit. Donc, en Amérique en particulier, les gens de votre génération pensent de manière totalement différente. Leur conscience sociale est totalement différente. Ils ne veulent plus payer. Ils veulent que tout soit gratuit. Donc, lorsqu'on parle de transport, c'est un gros problème. Ils ne veulent pas payer. Et c'est pour ça que le billet n'est peut-être pas la meilleure manière de gagner de l'argent. Il y a des manières de créer, d'avoir un profit. Et c'est ce que l'on fait exactement avec cette communauté. Mais aussi, qu'est-ce qu'on va faire avec les finances, nos frais? On a des frais, bien sûr, auxquels nous devons faire face. Les gens, en général, disent il faut qu'on puisse maintenir les infrastructures qui existent. Donc, si je vous demande, je vous donne 200 pylônes. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces pylônes? Pardon, on a besoin de ces pylônes-là. C'est une... À partir du moment où vous posez la question, vous trouvez une solution, parce que on a des idées qui sont véritablement fantastiques. Certaines sont totalement démentes, mais on peut utiliser des pylônes pour créer davantage de profits, de recettes. Donc, en termes de révolution industrielle, lorsqu'on voit ce que peut faire l'Internet pour permettre l'éclosion de nouvelles technologies, il n'y a pas de fin à ce cycle. On essaie trop de se travailler sur des petits applicatifs mobiles, en fait. Il me semble que... Mais en fait, en réalité, il y a des centaines de personnes comme vous qui partageront votre passion, qui vous permettront véritablement de vous lancer, qui feront exactement ce que vous faites. Donc, nous lançons ce projet pour montrer au monde qu'on n'a pas besoin de millions de dollars pour véritablement faciliter les choses. Nous essayons de faire une différence. Et ceci est fait par les gens comme vous, qui ont une idée, qui ont une opinion, qui veulent trouver une solution. Tout le monde a une idée. Et c'est simplement qu'il faut simplement avoir la bonne idée. Voilà, disons que voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Nous ne sommes pas prêts encore à construire, comme vous le voyez encore. On est à l'horizon 2016 pour cette construction, uniquement donc 3 ans après l'annonce de ce projet, et tout est possible encore grâce à Internet, grâce à cette révolution industrielle, en trouvant les personnes les plus intelligentes sur la Terre et faire en sorte que ceci soit véritablement une affaire qui marche. Je vous remercie. Thank you very much, Dirk. Merci beaucoup, Dirk. Et on va changer complètement de cadre en moins géographique, puisqu'on va passer avec Sename Kofi Agbojinou au Togo. Alors Sename, vous avez un profil qui n'est pas banal, puisque vous êtes à la fois architecte et anthropologue, mais vous allez nous raconter comment. Je me demande bien comment diable vous êtes retrouvé à créer avec ces 2 casquettes-là, WELAB, qui est un lieu ouvert et collaboratif qui a commencé en fait comme un Fab Lab à Lomé, au Togo, et qui est en train de devenir un incubateur, parce que les projets qui y sont nés, qui sont d'ailleurs pas, un peu comme dans le crowdsourcing de Dirk, qui n'ont pas forcément été conçus par des ingénieurs au début, mais des gens qui passaient là, puisqu'ils rentrent qui veut finalement, sont en train de devenir certains des projets plus prometteurs avec des startups, etc.
Un des sujets, Dirk disait, c'est bien que les entrepreneurs s'attaquent non pas à des petits enjeux, mais aux gros enjeux de la planète. Et un des gros enjeux sur lequel se retrouve un peu concentré le travail de WELAB, c'est notamment la question des déchets électroniques, qui est très présente un peu partout dans le monde, mais notamment au Togo. Et un des projets qui a le plus fait parler de vous, il y a plein de vidéos super en ligne là-dessus, c'est notamment le projet qui s'appelle Wafate 3D, qui est une imprimante, qui n'est pas un projet pour le coup, c'est une imprimante 3D qui existe à WELAB et qui est faite exclusivement à partir de déchets électroniques trouvés dans des décharges recyclées, etc. etc. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans les principes fondateurs de la troisième révolution industrielle de Rifkin, il y a notamment l'idée que il y a une révolution de la production distribuée qui va être possible, de la même façon que chacun va pouvoir, grâce aux énergies renouvelables, produire l'énergie dont il a besoin et potentiellement en produire plus et la revendre. Il y a l'idée qu'avec l'imprimante 3D, n'importe qui, c'est un peu ça aussi qui illustre votre projet, va pouvoir demain devenir une mini-usine de production, un laboratoire de R&D et un mini-site de production. Je vous laisse, même question, nous présenter le projet, comment vous y êtes arrivé, comment ça se développe, et puis comment, à votre avis, c'est aligné avec les principes de la troisième révolution industrielle, et comment ça combine surtout, je pense, l'innovation technologique à nouveau et l'innovation sociale. Ouais, où vous voulez. Bonjour à tous. Merci à la World Conference pour cette opportunité que vous nous offrez de présenter nos bien modestes projets. Elisabeth l'a rappelé, vous le savez très certainement, le président Barack Obama s'est lui aussi fait prophète à la suite de Jeremy Rifkin en déclarant que l'imprimante 3D serait à la source de la prochaine révolution industrielle. Donc, il y a certainement beaucoup du fait que la petite communauté que je dirige au Togo a créé la première imprimante 3D africaine et une imprimante 3D en déchets électroniques recyclés dans l'honneur qui nous est fait aujourd'hui. Donc on est souvent sollicité un peu pour nous produire et présenter notre gadget pour illustrer ce basculement qui se profile quand d'autres, des experts, ont défini ce mouvement. J'ai l'impression que ce n'est pas trop l'esprit de cette conférence. Et si vous le permettez, au lieu de parler directement d'imprimante 3D, je vais plutôt vous parler de l'esprit global de ce que nous essayons de faire au Togo, que nous appelons le programme Low High Tech, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, j'espère vous convaincre que si on a fait une imprimante 3D, ce n'est pas complètement par accident. Et même si c'était un accident, c'est plus un accident calculé. Et aussi pour souligner que dès le début, quand on s'est engagé dans ce mouvement, dans ce changement d'époque en quelque sorte, on a tout de suite affirmé pour notre part, dans ce que nous faisions au Togo, que nous ne voulions pas être à la remorque et que si nous avons choisi d'embrasser ce que nous avons appelé ici la troisième révolution industrielle, c'est parce que nous avions identifié que l'Afrique avait vraiment une carte à jouer. Et donc nous voulons contribuer pleinement à la définition de cette nouvelle ère qui se profile. Ce que nous appelons ici troisième révolution industrielle, beaucoup de ceux qui l'ont activement préparé l'ont plutôt théorisé comme une alternative à l'industrie. Donc c'est déjà un peu, en quelque sorte, une petite défaite que de voir que l'industrie est quand même présente dans la dénomination qui est retenue. Sur ce point-là, je suis un peu rassuré parce que si j'ai bien tendu l'oreille dans les couloirs hier, je crois qu'il y a une évolution dans le terme qui se profile. Et on passerait de TRI à quelque chose avec du rêve dedans. Donc je n'en dis pas plus, je pense que vous aurez l'annonce tout à l'heure, plus tard dans la journée.
Donc, comme vous avez dû le comprendre, nous sommes très proches, nous, de ce qu'on appelle le mouvement Maker et ce que Pekka Immonen appelle l'éthique hacker, qui est donc un mouvement qui se positionne en quelque sorte contre l'industrie. Et cette éthique hacker est très fondamentale dans ce que nous faisons, parce que ce qui a déclenché tout ce que nous avons commencé à faire au Togo, c'est une proximité que nous avons identifiée entre les sociétés des valeurs traditionnelles et donc cette éthique hacker. Et donc nous avons voulu construire une sorte de concept que nous appelons Low High Tech, qui est en quelque sorte un package de stratégies d'innovation et de production, en quelque sorte qui joue sur cette proximité entre un petit noyau dans le milieu des nouvelles technologies et des valeurs de sociétés qui sont très africaines, pour donc faire de l'innovation qui soit à la portée de tous, adaptée aux petites gens et qui puisse facilement s'implémenter en quelque sorte en contexte africain. Donc il s'agit de mobiliser toutes les intelligences, parce qu'en Afrique, tout le monde innove. Toutes les intelligences, y compris celles qui peuvent paraître marginales, de professionnaliser cette informalité qui est très, très grande en Afrique et de sublimer en quelque sorte ce qu'on appelle le système D. Et donc pour inoculer ce truc low high-tech dans la ville, on a lancé un projet urbain qui s'appelle Hub Cité, et qu'on a fait présenter au début comme un projet de Smart Cité, mais ce n'était pas très juste, parce que si on fait un peu l'histoire des théories urbaines, l'architecte était la grande figure de la ville durable, l'ingénieur est en quelque sorte la grande figure de la Smart Cité. Et dans cette nouvelle typologie qui s'esquisse, c'est plutôt l'entrepreneur qui est central. Alors on appellera cette nouvelle typologie Sharing City, ville de la troisième révolution industrielle ou ville vernaculaire. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que la catégorie cette fois-ci, c'est quand même l'économie. Alors comment ça marche, ce truc, ce projet urbain Hub Cité? Eh bien, ça marche en additionnant des concepts que nous avons identifiés dans le milieu des nouvelles technologies et qui font écho en quelque sorte à des valeurs qui sont des valeurs traditionnelles africaines. Par exemple, nous implémentons dans le territoire que nous avons choisi pour tester ce programme beaucoup de camps sur le modèle des barcamps, mais qui jouent le rôle de moments de rituels. Nous implémentons beaucoup de labs sur le modèle des Fab Labs, mais qui ont plus un rôle d'enclos d'initiation. Et l'idée, c'est aussi d'implémenter beaucoup de technologies en open source qui compensent un peu le manque d'expérience que les sociétés ont dans les villages et qui est difficile à réaliser en ville. Donc l'idée du projet Hub Cité, c'est de réaliser dans la ville les conditions du village. Et donc, l'objectif, c'est de multiplier des laboratoires pour mailler le territoire en quelque sorte, avec des espaces qui sont dédiés à l'innovation. Chaque espace travaille sur un périmètre qui lui est propre, et il a le contrat de développer des technologies qui sont natives et qui répondent aux problèmes de proximité. Donc nous avons créé le premier modèle de ce genre d'espace, c'est Wellab, qui a été installé en 2012. C'est donc une sorte de maison de quartier 2.0. Il y a maintenant une communauté d'à peu près une trentaine de jeunes, une moyenne d'âge de 19 ans, qui travaillent dans ce lieu. Et c'est en quelque sorte pour recycler la jolie image du président Leroux d'hier, une sorte de cellule souche donc, qu'on a créée dans le quartier, et dont l'objectif est de transformer l'ADN ou le programme génétique de ce quartier-là. Donc on y innove dans tous les aspects de l'urbain, sur la question des déchets, sur la question du transport, la question de la communication et de la gouvernance, etc. Et là on retombe avec Wellab dans les fondamentaux de la troisième révolution industrielle. C'est donc un lieu
qui a l'ambition de devenir une sorte de micro-centrale énergétique pour son quartier, c'est-à-dire un rayon d'1 kilomètre autour du lab, mais aussi une usine de proximité pour produire toujours dans ce rayon d'1 kilomètre autour du lab. La différence, c'est qu'on veut y développer des technologies qui ne sont pas élitistes, mais elles aussi démocratisées. C'est pour ça que nous avons, au lieu de commencer à produire, à faire du produit directement, nous avons d'abord commencé à développer des machines-outils dans cet espace. Donc l'idée, c'est de mettre en avant le commun comme éthique qui vient s'ajouter à la révolution industrielle et à la transition énergétique qu'on présente comme les deux pôles de la transformation de la troisième révolution industrielle. Je vais vous donner quelques principes rapidement de cette idée de commun. Par exemple, nous n'avons pas d'inventeur dans la conception que nous avons au Well Lab des choses. Nous considérons que l'idée de l'inventeur est une idée purement capitaliste qui postule qu'une personne isolée peut, elle seule, développer une idée et se permettre de capitaliser là-dessus. Donc nous pensons que personne tout seul ne fait rien, donc il n'y a pas d'inventeur dans notre communauté, ce qui est un peu déroutant pour les journalistes qui nous visitent, parce qu'il y a un nouvel exotisme en Afrique. On cherche c'est l'exotisme technologique, on cherche le petit jeune homme qui fouille les poubelles et qui invente des machines. Et quand ils arrivent chez nous et qu'on dit que c'est tout le monde qui fait ensemble, c'est souvent très déroutant. Un autre principe pour souligner cette valeur du commun, c'est notre programme d'incubation de start-up. On a maintenant un parc avec environ une douzaine de start-up qui ont été créées, qui sont toutes des start-up collaborantes et collaboratives. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chef d'entreprise. Les 12 start-up sont gérées collégialement par l'ensemble de la communauté et les jeunes passent d'une entreprise à l'autre pour travailler et la richesse qui est créée est redistribuée sur l'ensemble de la communauté. Peut-être deux mots sur l'imprimante 3D quand même pour ne pas fâcher ceux qui sont venus pour ça avant de conclure. Donc l'idée de l'imprimante 3D, c'était en quelque sorte de transformer le problème des déchets électroniques qui est de plus en plus prégnant dans nos contextes en opportunité. Donc l'idée, c'est de faire de toutes ces vieilles machines que vous nous envoyez, puisque ces déchets nous viennent beaucoup d'Occident, de nouvelles machines qu'on pourrait vous renvoyer. On nous a demandé récemment pourquoi avoir choisi les déchets électroniques. C'est aussi parce que c'est un matériau frugal, en quelque sorte. Quand vous décidez de faire une machine à partir de zéro, vous devez tout penser, vous devez tout créer. Alors que si vous utilisez une machine qui a déjà eu une vie antérieure, vous pouvez, l'effort à faire, en quelque sorte, c'est juste un effort de détournement. Donc vous n'avez pas besoin d'une grosse logistique, vous avez juste besoin d'être innovant. C'est pour ça aussi que nous travaillons beaucoup sur les déchets électroniques. Et pour conclure, je dirais que, parce qu'on a beaucoup parlé de sens hier, que la troisième révolution industrielle n'aura du sens, je crois, en Afrique, que si c'est la première révolution vernaculaire. Et que si on remplace dans ce concept où la centralité passe à la distributivité, si on remplace l'industrie par la vernacularité et qu'on met en place des dispositifs qui permettent à l'intelligence des petites gens de s'exprimer et aux petites gens d'être créatifs. Merci. Merci beaucoup, Sename. We're going to switch back to English. Thank you very much. Sorry about this, guys. Yes, take your headphones for those who need them. And we'll leave the floor to Moshe Lamani. Et maintenant, on va demander à leading real estate group in Israel with a vision Moshe Lamani, qui a une vision de créer un environnement vivable pour nous et les générations à venir et les smart ou les bâtiments intelligents, les smart cities, etc.
dans cette troisième révolution industrielle et votre compagnie est présente dans 20 pays. Donc, c'est très différent de contexte géographique. Vous voyez, c'est très intéressant de voir comment ces principes de révolution industrielle vont pas de la société classique à une entreprise plus innovative. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth, et je ne suis pas en fait d'accord avec vous que les meilleures pratiques sont contre... Donc, je vous remercie tous ici, Madame Laville, Monsieur Alborn, Monsieur Ginou et Monsieur Lamen, Monsieur le Président, les organisateurs, mes amis. Je suis très heureux d'être ici. Moi, je m'appelle Moucha Flamani. Je suis président des... Shikun et Binui en Israël. Et l'infrastructure de propriété de l'immobilier est basée bien sûr sur le bâtiment et l'énergie. On a célébré 90 ans d'opération et on est actif en 120 pays aujourd'hui. J'aimerais discuter comment on travaille dans un environnement très environnement et on réalise cette troisième révolution. Ce sont des temps très énergiques. On est caractérisé par instabilité. Nous voulons être préparés par ce qui arrive, ce qui nous attend, mais il faut qu'on influence et former ce qu'on sera. Le mot-clé est la responsabilité collective et je pense que c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. En parlant de l'avenir, il faut faire vraiment attention car c'est un monde non linéaire, par exemple, de la troisième industrielle révolution, de la ligne de production et de personnaliser la production à la imprimante 3D. On fait la même chose avec les ressources d'énergie et l'avenir ne ressemblerait à rien qu'on connaît aujourd'hui. C'est peut-être même dangereux. Il faut propulser le changement par l'innovation dans la capture des rayons de soleil, par exemple, et la technologie, mais il faut garder à l'esprit que c'est naturel. C'est beaucoup plus difficile d'innover dans une société industrielle comme la nôtre, construction et infrastructure. Donc, il faut développer la sensibilité stratégie. Et il faut identifier les changements et les opportunités émergentes qui nous montrent l'agilité et une combination de vitesse et de souplesse. Les changements dans un monde non linéaire demandent une autre approche. On regarde les trois dimensions avec la vraie représentation de notre monde. Mais moi, je vous dirais que le 3D ne suffit pas dans ce monde multidimensionnel complexe. Le monde. Il faut les mêmes outils pour y travailler. Donc moi, je ne dirais pas 3D, mais MD, multidimensionnel. Il y a 7 ans, et quelqu'un qui travaillait sur le modèle de
il y avait des valeurs de ce modèle et il a travaillé sur l'organisme. Ce n'est pas juste le recyclage et de garder l'énergie, mais c'est de changement d'approche complètement. Et ce n'est pas la durabilité qui est la valeur à long terme, mais ce qui propulse la croissance. Il faut que ce soit adapté aux projets durables. Avec vous, notre environnement d'affaires, il n'y a pas de solution facile de cette équation. Il faut voir, il faut détecter les variables de cette équation. Donc, on a mis en œuvre la durabilité en utilisant une approche adaptée. On a fait une mission collective. Ce n'était pas pour glorifier le constructeur, mais de faire des environnements bien vivables dans le meilleur moyen possible. Il y a beaucoup de considérations différentes et d'objectifs différents. Nos objectifs n'est pas seulement de maximiser le profit à court terme, mais une vision à long terme. MD veut dire aussi qu'une solution localisée ne suffit pas. Il faut opérer de manière globale et ensemble. Notre groupe a été actif en Afrique depuis des années et ils se sont responsabilisés. Et cela commence et ça termine avec les gens. Il faut engager tous les parties prenantes. Il faut identifier les populations locales et il faut adapter la situation locale pour les affaires. Et on traite des besoins spécifiques et avec des technologies spécifiques et on applique des solutions adaptées. Dans un pays Afrique, par exemple, en utilisant les agrégats, on a pu couper les coûts, réduire les coûts, et c'était la différence entre le succès et l'échec. Cela nous a montré que, surtout en Afrique, une route sur un marché émergent est beaucoup plus de transport. C'est l'initiative qui mène à un commerce et un développement. Le projet thermosolaire développé dans un désert dans le sud d'Israël est un terminal électrique. Et c'est pour livrer une électricité propre et renouvelable 24 heures sur 24 heures. Il y aura un module de gaz naturel et utiliser la technologie de stockage. Avec cette grande technologie, notre meilleur accomplissement, c'était de travailler avec les agriculteurs locaux. Sur un autre projet, il a fallu qu'on mette en œuvre des panneaux photovoltaïques de 320 mégawatts au Canada. Et il y a aussi ailleurs, en Guatemala, une usine hydroélectrique. Il y a plein de projets de ce genre et tous ces projets innovatifs nous aident à résoudre les défis auxquels nous avons fait face. Nous sommes très fiers d'être la première société israélienne en 2008 de travailler sur des bâtiments indépendants de manière énergétique. Et pour la mise en œuvre de notre approche de construction, on a travaillé à Belgrade, Bucarest, Budapest et Berlin. Et maintenant, on construit une luminosité sous la terre. Ici aussi, c'est le défi de construire sans perturber le rythme de la ville.
il y a des capacités qu'on utilise et des compétences qu'on utilise dans la société même sans aller à l'extérieur. Et le PPP, le partenariat public-privé, nous aide dans ce projet. Aussi, de manière interne, au sein de nos sociétés, il faut rester diversifié et multidimensionnel, même dans notre culture organisationnelle et dans notre effectif. Par exemple, l'industrie traditionnelle, comme notre groupe, c'est très conservateur. 90 ans qu'on était ici. On a travaillé sur des projets méga construits. Et notre âge moyen, c'est 48 ans. Mais on est innovateur, on embauche des jeunes brillants et on met en avant l'innovation. Et ainsi que le développement durable. On a lancé un projet qui s'appelle Build Up. Et c'est pour identifier des idées innovatrices, pour booster nos objectifs et de réaliser nos valeurs. On regarde à l'intérieur plus l'extérieur. Et j'aimerais prendre cette occasion de vous inviter tous, de nous enrichir avec vos idées. Et vous pouvez nous contacter sur notre site web. En quelque sorte, en conclusion, ceci réalise la dernière phase de l'industrie, de la révolution industrielle. Car en énergie, il faut créer un réseau de partage et d'innovation. Chacun d'entre nous, chaque société, chaque entreprise, organisme doit le connaître. Il faut y contribuer et avoir une grille de compétences au bénéfice de tous. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. I would like to share with you, thank you. I would like to share with you a short video clip for the company's business. Je vais vous montrer maintenant un petit vidéo de notre Shikun & Binui, le groupe Harrison. Shikun & Binui is a global infrastructure company building a better future for millions of people around the world. For more than 90 years, we have been creating advanced and sustainable infrastructure and living environments. The first project was building a country. Shikun & Binui has built almost every mega project in Israel. Today, Shikun & Binui operates in some 20 countries on 4 continents and has built dozens of mega projects at a total value exceeding $10 billion. Our projects connect villages and peripheral communities to water and electricity, as well as education and commerce. We connect people through roads, bridges, and airport runways across countries and continents. This company has been helping this country, Nigeria, in so many ways. They reduce the stress of going through the bad roads. Our 12,000 employees worldwide are creating a new reality for millions as we make sure that they have the utmost supporting environment to fulfill themselves. I'm an engineer working in this company for the past 38 years. They treat the workers in a way that no workers will like to leave the company. And I'm proud to be a surveyor and to work with this company. Over the years, we have learned that sustainability is the right way to operate, both for a profitable business and for the benefit of long-lasting, prosperous society and enduring healthy environment. So wherever we are, we create a dialogue with the community and share our philosophy through educational programs. We operate with the understanding that collaborating with the various stakeholders ensures that our projects will bear fruit and create value to the economy, society, and environment. I'm a single mother. I provide a loan. I have 5 children. I'm proud of myself because also make me proud to be a good mother for my children. We are proud of this company who allowed us to do which we can. Okay, thank you very much, Moshe. Merci Moshe. Nous allons maintenant passer aux questions de notre public que vous souhaitez adresser à nos intervenants. Il doit y avoir des gens qui ont des micro-baladeurs, donc... Si vous voulez poser des questions maintenant,
c'est potentiellement enlever vos casques, lever la main, vous présenter et poser votre question ou commentaire de manière assez brève et précise. Merci. Je ne peux pas croire que vous n'ayez pas de questions. Sinon, moi, j'en ai plein, mais bon, je ne veux pas monopoliser la parole non plus. Non, ça vous a scotché, là, la troisième révolution industrielle. Je vous rappelle qu'elle est censée être participative. Hein. Si vous n'avez pas de questions, on est mal. Oui. Bonjour, Samara Wilson, journaliste. Je voudrais savoir comment vous financez les différents projets. Est-ce que vous pouvez préciser à qui la question s'adresse ? À chaque chef d'entreprise, comment l'entreprise est financée, quels sont les partenaires financiers, s'il vous plaît. OK. Donc, the various ways to finance the projects. Well, obviously, we can start with you, Dirk. En manière de financer vos projets. Dans notre cas, c'est une grande question, c'est vrai. Alors, on a commencé il y a 2 ans de ceci, et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent a été fait sans argent aucun. Et c'est simplement parce qu'on voulait montrer que ça n'est pas vraiment nécessaire. Lorsqu'on a lancé le projet, au début, il y a beaucoup de personnes qui sont venues, ils ont dit oui, on aimerait bien faire partie de cette société, participer au projet, on a des sponsors. On a des programmes de simulation 3D qui nous ont été donnés. Il y a d'autres personnes qui nous ont subventionnés. Microsoft nous a donné de l'espace dans le nuage, dans le cloud, et ainsi que des grandes sociétés du monde qui font partie d'une façon de notre société qui travaillent pour mettre à disposition leur stock options. Alors maintenant est à la phase ultérieure, la phase de la construction. Et lorsqu'on parle... Vous savez sans doute encore mieux que moi. Il faut acheter le ciment, bien sûr, il faut payer les travailleurs, donc c'est un petit peu différent. On parle d'un modèle virtuel où les gens peuvent coopérer dans le monde entier jusqu'au moment où véritablement, il faut payer les gens qui vont travailler. Ceci sera fait par un financement normal, capital risque. Nous sommes en train d'essayer de mobiliser des fonds en ce moment, mais il faut aussi pouvoir créer une valeur sans nécessairement avoir de l'argent. L'argent n'est pas la chose essentielle pour faire des grandes choses. Lorsqu'on veut le faire, il faut aller de l'avant. L'argent est... C'est la partie la plus simple, en quelque sorte. Je ne sais pas combien d'entrepreneurs ici dans la salle, mais si on essaie de mobiliser 50 000 $, c'est pas facile. 5 000 $, pardon. Mais dès que lorsqu'on demande à 50, 100, 150 millions de dollars, c'est de plus en plus facile, en fait. Vous pouvez sans doute confirmer ceci, n'est-ce pas? C'est la manière dont notre monde fonctionne. C'est la même question. Comment sont financés, alors, et financer le développement de WELAB, les projets que vous évoquiez tout à l'heure? Alors, sur la question du financement aussi, nous avons voulu nous tenir au plus près de l'éthique hacker. Donc, nous avons manifesté une vraie volonté d'indépendance. Donc, le programme Low High Tech, le projet de Smart City, Hub City et WELAB sont entièrement autofinancés. Donc, nous finançons nous-mêmes. Le projet est porté par une association qui s'appelle l'Africaine d'Architecture, qui accompagne des gens qui veulent construire en Afrique dans un esprit africain en utilisant des matériaux locaux, etc. L'association a souvent des contrats. Elle reverse une partie pour soutenir ce projet. Et maintenant, le business model tend à s'appuyer beaucoup plus sur notre programme d'incubation d'entreprises. Donc, les entreprises qui sont créées au lab et incubées reversent une partie de ce qu'elles gagnent au projet. Et ça suffit, du coup, il n'y a pas de recherche non, de financement? Non, ça ne suffit pas. On passe, il y a des mois où on n'a pas d'électricité parce qu'on est venu nous couper l'électricité, ou il y a des mois où on n'a pas d'Internet parce qu'on nous a coupé l'Internet, mais ça ne nous empêche pas de continuer à faire du projet. Bon, faire de l'imprimante 3D sans Internet et sans électricité, ça doit être chaud quand même, non? Quand nous avons créé l'imprimante 3D, nous étions dans 9 mètres carrés et nous n'avions pas de connexion Internet.
Nous l'avons fini en 8 mois, alors que généralement, ça met plus de temps, ce genre de projet, à se concrétiser. Donc ça va. Ça me rappelle un propos, c'est la fondatrice de Body Shop, Anita Roddick, qui disait que les entrepreneurs étaient plus innovants et plus créatifs quand il manquait d'argent, plutôt que quand ils en avaient trop. Moshe, peut-être un avis nécessairement peut-être différent de celui de Sename, de votre expérience sur comment on finance les projets peut-être les plus innovants, c'est ça la question, qui ont des taux de retour différents, des configurations différentes, des projets plus conventionnels dans des entreprises comme Shikun et BNUI? Merci. Oui. En fait, nous, c'est plus simple, bien que c'est vrai que c'est toujours, ça n'est jamais simple, en particulier lorsqu'on est dans des marchés émergents ou dans des, on traite de projets novateurs. Donc, comme je l'ai dit, il faut être créatif. Tout d'abord, le financement, ce sont les banques multilatérales comme les African Development, Africa IDB. Donc, les donateurs européens aident à l'installation d'infrastructures. Il est évident qu'il peut y avoir des fonds qui sont destinés à l'Afrique en particulier. Et on a vu qu'il y avait vraiment les banques commerciales et les banques d'investissement qui essaient véritablement de financer l'infrastructure dans les pays émergents. Ça commence, ce n'est que le début, mais effectivement, c'est une tendance qui commence à s'affirmer légèrement. Lorsqu'on parle d'idées nouvelles, les renouvelables dans les pays en développement, ça serait plus simple, et puis développer, ça serait plus simple. Mais lorsqu'on est dans des projets plus novateurs dans des pays émergents, là, il faut essayer de convaincre ces partenaires de vous soutenir, de trouver les bonnes références, de s'assurer que ceci marche bien, et ça marche plus lentement. On voit que les tendances se dessinent et bien sûr, nous sommes confiants. Vous me cherchez, hein, je vais les poser les miennes si vous ne posez pas les vôtres. Ah, si. J'ai une autre question pour Ted Albert. Vous avez déjà parlé que vous auriez besoin de peu d'énergie et que vous seriez activé par l'énergie renouvelable. Et quel sera l'impact sur l'environnement de votre projet en Californie ou bien ailleurs? Pouvez-vous être un peu plus spécifique? L'équilibre énergétique, vous voulez dire, oui, c'est ça. Comment ceci, quelle va être l'influence sur la communauté locale? Alors, la Californie n'est pas le seul endroit où on souhaite lancer ce projet. Nous avons commencé la construction sur un terrain privé en Californie. On a fait les 7 premiers kilomètres dans le Kings County en Californie, qui est à côté de High Five, qui est une autoroute entre San Francisco et Los Angeles. Mais après ça, on veut sortir de l'Amérique. Pour un projet comme celui-ci, malheureusement, c'est pas facile à mettre sur pied aux États-Unis ou même en Europe. Ce sont des pays qui sont très bureaucratisés. La Californie est un État soumis où il y a des législations très particulières. Les problèmes que nous résolvons ne seront peut-être pas les plus grands en Amérique. La raison pour laquelle nous faisons ceci, c'est que, bien sûr, le transport est l'un des problèmes essentiels que nous avons dans l'humanité. Je reviens de Chine, par exemple. Et si on voit ce qui se passe à Pékin, il y a 50 millions de gens. 15 millions, excusez-moi. Il faut que ces gens se déplacent. Et il y a des Pékins où on ne voit même pas sa main lorsqu'on est à Pékin, parce qu'il y a tellement de pollution.
ce n'est pas le fog, mais c'est vraiment du smog. Donc, être à Pékin, c'est comme fumer 2 paquets de cigarettes par jour. Donc, lorsqu'on y est, on se rend compte à quel point il y a ce problème de transport et d'émissions de gaz nocifs. Donc, on choisit l'endroit où on travaille en fonction du lieu où on habite, en fonction du lieu où on travaille, parce qu'on ne veut pas forcément se déplacer, parce qu'on ne veut pas traverser toute une ville et il faut par exemple prendre 2 jours pour la traverser, donc on ne veut pas faire ça 4 heures par jour. Donc le transport est quelque chose auquel il faut s'atteler et on le fait dans les pays émergents et c'est vrai que là, il y a des problèmes qui sont naissants, quoi. Ils n'ont pas 20 ans, les pays émergents, pour passer à travers un dispositif d'approbation, ce qui est souvent le cas en Europe, malheureusement. Donc, les choses sont plus mobiles en termes d'énergie. Nous avons fait beaucoup d'études. Le solaire est bien sûr la réponse, mais il y a aussi les infrastructures existantes. Si on voit un petit peu ce qu'il se passe, on se dit, mais qu'est-ce qu'on construit? Donc, on a les pylônes qui sont là. Comment pouvons-nous les utiliser? Les éoliennes sont aussi une possibilité. L'énergie kinétique à travers la régénération de l'énergie. On produit de l'énergie, donc, et donc d'un autre côté, à cause du système que nous sommes en train de construire, on utilise une quantité d'énergie aussi infime que ceci est quelque chose qui est positif. C'est véritablement le secret de tout ce projet. C'est, encore une fois, on peut parler comme ça serait fantastique si tout était vert écologique, mais en fait, en dernière analyse, les gens s'en foutent. Pourquoi est-ce que ajoute un Tesla? Pas parce que c'est vert, mais parce que c'est une voiture qui est fantastique, qui a une apparence véritablement qui plaît, qui a un design qui plaît. Et avec Hyperloop, oui, bon, c'est vert, c'est propre, ça résout les problèmes, mais c'est le problème économique qui est résolu à la clé. Donc, les gouvernements, il y a des gens sans doute qui représentent les autorités et les collectivités locales. Dès que l'on doit investir dans un moyen de transport public, ce n'est pas uniquement un investissement, c'est une responsabilité que l'on a pour des années à venir et une dépense, des frais. Donc, et il est évident qu'il vaut mieux utiliser une énergie verte et que ceci est plus logique. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. D'autres questions? Oui, alors il y en a une là-bas. Je ne sais pas où est le micro. Alors, monsieur là, et ensuite il y avait monsieur là-bas, je crois. Oui. Christophe Barthelins, urban planning engineer, and I'm helping the. Je travaille pour l'urbanisme, une région métropolitaine, et j'ai une question à Dirk à propos du fait que c'est la première fois que vous coopérez, 500 ingénieurs coopèrent ensemble. Lorsque vous construirez cette solution, donc ce projet, vous le réaliserez. Est-ce que c'est une opportunité pour utiliser ces capacités en matière d'ingénierie pour que ceci soit vétablement réussisse dans différentes régions du même, dans une approche de type vernaculaire, parce qu'il y a beaucoup de grands territoires, grandes villes, qui sont confrontés à des défis en termes d'infrastructures. Il y a de multiples obstacles auxquels sont confrontés tous ces gens qui veulent construire ce type d'infrastructure. Ça peut durer des vingtaines d'années, la construction de telles infrastructures. Donc, l'idée est de construire ce projet sur l'intelligence collective des personnes qui peuvent diffuser cette solution novatrice, cette solution donc de la troisième révolution industrielle.
Donc, la question, c'était de savoir, est-ce que ça nous paraît utile d'utiliser l'esprit collectif pour mettre en œuvre cette idée dans le reste du monde? Oui, c'est exactement ça qu'on veut faire et ce que nous faisons. Retrouver, réunir ces personnes, travailler ensemble dans une sorte de modèle distribué. C'est la première fois qu'on n'ait jamais fait ce genre de tentative de cette manière-là. Et il faut comprendre un peu ce qui se passe. Ce n'est pas 450 personnes qui parlent. Ce sont des scientifiques du monde entier qui travaillent au moins un minimum de 10 heures par semaine. Et il y a des gens qui ont travaillé sur Mars Rover, sur le projet Manhattan. Et il y en a qui sont simplement tout frais sortis de l'université. On a Ecom, qui est un ingénieur extrêmement important dans le monde, qui a inventé les pompes qui fonctionnent, des pompes à vide. Donc, on a véritablement des personnes qui ont des cerveaux qui sont là. Et lorsqu'on parle maintenant de la technologie, c'est surprenant peut-être de penser que la technologie, ce n'est pas la chose la plus difficile. La plupart de la technologie que nous utilisons a été inventée il y a longtemps. Nous, on suit un petit peu cette tendance. Il y a des laboratoires de recherche du monde entier, en particulier un laboratoire français. Il y en a plusieurs qui sont américains. On peut voir toutes les technologies et toutes celles qui ont été brevetées. Donc, il y a ces cerveaux collectifs qui se sont réunis et qui essayaient de voir quelles sont les technologies qui ont été développées, comment nous pouvons les mettre ensemble. Et une étude de faisabilité, une étude économique a été faite préalablement. Et moi, je pense que c'est la clé véritablement du projet. Nous ne sommes pas une société américaine, nous sommes une société internationale. Il y a des Français, il y a des membres en Italie, en Chine, en Inde. Ils savent quels sont les problèmes locaux qu'ils rencontrent en termes de proximité. Et bon, la solution pour que le Hyperloop puisse devenir mondial, c'est simplement lui permettre de gagner de l'argent. Et bien sûr, dès que ça marchera, tous les gouvernements voudront y souscrire, parce qu'en général, la plupart du temps, le problème, c'est le coût. Soit ce sont les gouvernements qui peuvent mettre ceci en œuvre, ou bien il peut y avoir des fonds privés aussi qui décident d'investir, par exemple 7 milliards de dollars. Mais si on continue à gagner de l'argent sur la base d'investissement, vous verrez que ce type de transport fera tache d'huile dans le monde. J'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup. Il y avait une question d'un monsieur par ici. Je ne sais plus. Alors ici, et après monsieur là-bas, s'il vous plaît. Merci. Oui. Good morning. Bonjour, Mathias Bodon, je suis un étudiant et j'ai une question pour tous les trois. Je veux savoir, que pensez-vous vos leaders dans ces différentes sociétés? Est-ce qu'ils vont être novateurs ou est-ce qu'ils vont construire de nouveaux partenariats avec vous? Est-ce que vous allez essayer de trouver une solution? Comment voyez-vous l'avenir? Votre question s'adresse For the three of you. I don't know. J'ai l'impression plutôt. All right. So, en fait, nous, on a la question, et c'est vrai, jusqu'à présent, elle est pertinente. C'est un nouveau mode de transport qui n'existait pas auparavant. C'est quelque chose qui permettra de déplacer, qui remplacera le voyage, les voyages par avion sur des courtes distances, en particulier donc les compagnies aériennes. Ils nous regardent un petit peu avec une certaine suspicion. Ils se demandent est-ce que c'est important qu'il y ait encore des vols entre LA et San Francisco. J'ai parlé avec la Deutsche Bahn en Allemagne et ils ont un train rapide entre deux villes
Et à la suite de ceci, eh bien, les vols, il n'y avait plus de vols entre les grandes villes allemandes. Donc nous pensons véritablement que nous devons aller dans cette direction. Il faut avoir des énergies renouvelables qui soient utilisées systématiquement dans tous les moyens de transport. Donc le processus est tout à fait collaboratif en essence. Alors nous essayons de travailler avec toutes les personnes qui s'intéressent à nous, comment essayer comment pouvons-nous intégrer, comment ils peuvent nous intégrer, eux, dans leur modèle économique et vice-versa. Ça, c'est le cas parfait, idéal, mais bien sûr, on trouve toujours des personnes qui ne veulent pas être novateurs, qui ne veulent pas innover, qui sont un petit peu plus réticents. Mais en général, soit on a un effet perturbateur sur ce processus, soit ce sont les autres qui ont cet effet perturbateur sur vous. Donc, il y a véritablement un changement dans le monde. Et il est possible que si on se réveille trop tard, eh bien, on n'ait plus d'affaires qui marchent, puisqu'on n'ait pas vu venir cette nouvelle révolution, ce changement, et qu'on ne l'ait pas saisi, donc cette occasion qui existait. Donc, je crois que il y a beaucoup de jeunes ici, mais les personnes plus âgées, on avait tous une BlackBerry. Il y en a combien encore qui ont des BlackBerry maintenant dans leurs mains? Il y a quelqu'un qui avait un Nokia Ring. Qui ont entendu sonner un Nokia, parce que maintenant, ils n'existent plus, Nokia, comme vous voyez. C'est incroyable si vous pensez un petit peu à ce qui se passe, des sociétés qui avaient des parts de marché immenses qui maintenant n'existent plus aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement une question de nouvelles technologies, c'est la manière dont nous faisons des affaires. Donc, si on voit un petit peu le système de crowdfunding, ça a permis aux jeunes inventeurs de faire une différence. Donc, cet appel à l'investissement public est quelque chose qui est positif. Ça n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Ceci, si on avait par exemple un téléphone particulier, et vous m'aviez dit, ah, voyez, regardez, ça c'est le meilleur téléphone, je viens d'inventer ceci. Je dirais, bon, on va essayer d'aller chez Nokia, aller chez Sony, aller à Apple. Ils pourraient vous aider à le vendre, vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on peut créer sa propre communauté, les gens qui aiment ce que vous faites, qui vous soutiennent, et on peut lancer une marque sur cette base, et elle peut véritablement avoir le devant de la scène. Donc, c'est incroyable ce qui se passe. Il y a de grandes sociétés maintenant qui regardent avec interloquer un peu ce qui se passe chez ces nouveaux inventeurs, ces jeunes inventeurs. Donc, vous travaillez sans doute avec de partenaires importants, je suppose. La problématique dans votre cas, elle n'est pas tout à fait la même. Vous avez dit tout à l'heure, nous, on s'inscrit un peu en faux contre un certain modèle capitaliste. Et en même temps, on voit que les grandes entreprises, souvent, on verra peut-être avec Moshe tout à l'heure, mais parce qu'elles ont du mal à cultiver, plus elles sont grosses, plus elles ont du mal à cultiver l'innovation radicale. Du coup, elles vont chercher l'innovation radicale là où elle se trouve. Et clairement, quand on vous écoute, on a plutôt l'impression que c'est chez vous. Du coup, elles viennent vous voir, les grandes entreprises. Comment vous les accueillez? Elles pourraient vous aider à avoir Internet et l'électricité. Bon, on n'est pas des hippies non plus au WellHub. Je pense qu'on traitera cette question cet après-midi, puisqu'il y a un atelier sur comment faire de l'innovation, entre guillemets, via les labs, de l'innovation frugale en grande entreprise. Nous sommes ouverts à tout le monde. Nous, notre rôle, c'est de transformer des gens qui n'ont pas le profil en des innovateurs. Après, on est vraiment disposé à travailler avec tout le monde. Ça se passe aujourd'hui ou pas, du coup? Est-ce que vous avez déjà des entreprises qui viennent vous voir? Non, on a... alors. Est-ce que vous allez les voir, d'ailleurs, peut-être? Non, non plus. Pas encore. On a un programme, par exemple, pour l'imprimante 3D. On va très bientôt rentrer en contact avec de gros fabricants parce qu'on voudrait changer d'échelle. On a une échelle pour la proximité où on met les imprimantes dans les écoles, dans les cybercafés du quartier. Mais on pense qu'on peut proposer aussi quelque chose pour l'Occident et une sorte de contrat de seconde vie pour les machines que les grands fabricants vendent. Ils pourraient les vendre légèrement plus cher, avec cet engagement que quand la machine tombera en panne, ils ont un partenaire, WellHub, qui pourra le transformer en une nouvelle machine.
Donc il y a cette piste-là qu'on va commencer à explorer très bientôt. Donc on n'a pas eu de visite encore de grandes entreprises, mais l'État semble intéressé par ce qu'on fait. Et même les startups qu'on a créées étaient des startups qui devaient vraiment gagner de l'argent dans la proximité, mais les tout premiers contrats qu'on a eus, c'est le gouvernement, par exemple, qui nous les a offerts. Donc on est vraiment ouvert à tout le monde, on n'est pas de vrais radicaux, en fait. Merci. Moshe, même question pour vous, mais plutôt du côté d'une entreprise plus importante. Quel type de contact, et notamment sur les projets plus radicaux que vous pouvez mener, vous avez avec des startups, des jeunes entreprises spécialisées sur une innovation plus radicale, peut-être? Et comment ça se passe, le croisement des cultures? I'm waiting for the translation. Okay. Thank you. Je crois que notre vision, la vision de notre société, vise à investir dans des idées novatrices, des startups ou autres, mais encore au-delà de ceci, c'est de connecter, relier les idées novatrices et l'exécution. Nous, on est du côté de l'exécution sur le terrain. On verra à l'avenir ce qui se passera. On parlait de l'avenir. Comment est-ce qu'on peut lancer des idées novatrices, d'avoir des sociétés novatrices? Comment est-ce qu'on peut faire le lien avec des sociétés plus traditionnelles? Comment est-ce qu'on peut accélérer le rythme avec lequel les choses se font? Ce n'est pas un hasard si le vice-président de l'innovation est ici avec nous. Il est ici dans la salle. Donc l'investissement vise à trouver un lien entre l'exécution et l'innovation. Il est évident qu'on met en œuvre donc des infrastructures de désalinisation, etc. En particulier. Voilà. Monsieur, je m'appelle Max. J'ai deux petites questions à Doug. Tout d'abord, c'est une technologie qui ne doit pas être facile, qui doit être bon marché à acheter. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que Hyperloop est un ticket qui soit aussi bon marché que possible? Comment est-ce que vous avez l'intention de mettre au point, de lancer Hyperloop dans d'autres pays que l'Amérique? Vous pouvez lever la main parce que je ne vous vois pas. Ah d'accord, voilà, vous êtes là, très bien. Nous, on n'est pas liés à Tesla. Ça, c'est une chose. Nous sommes deux sociétés indépendantes. Tesla, c'est une société, c'est une voiture absolument fantastique, y a pas qui mérite son prix, il n'y a pas de doute. Mais la première fois que je suis allé à une véritable conférence, j'étais vraiment très surpris. Parce qu'on entend toujours parler des jeunes pousses, des vieux de la vieille, de l'industrie, de la révolution industrielle, des gens qui n'ont rien fait depuis un siècle, etc. Et donc, il y a les dernières technologies, par exemple, ont été inventées en 1930 en Allemagne, dans les années 70. Il y a eu véritablement des premiers essais. Donc, et pour la technologie moderne, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de compétition, en fait, véritablement. L'infrastructure est toujours la même, elle n'a pas changé. Qui est-ce qu'on connaît? Alors, on peut avoir le contraire, ou bien il y a un système d'offres, d'appel d'offres. Et il n'y a pas véritablement d'innovation. Et lorsqu'on voit un petit peu le système qu'on essaie de créer, c'est simplement le design est plus intelligent. Donc, on est sur des pylônes, déjà. Ceci veut dire que on n'abîme pas le paysage, la campagne. Et ça, c'est un problème aussi que les agriculteurs ont, par exemple. Hein? On n'abîme pas leur terrain. Et très souvent, les voisins ne s'entendent pas. Donc, alors, même si on doit acheter aussi moins de terrain, en fait, ça se fait à plus petite échelle, c'est plus modulaire, c'est plus facile à construire. I mean, it seems like it wouldn't, but in real it is. There's a lot of innovation in construction going on. Il y a beaucoup d'innovation, on ne dirait pas, mais si.
Et vous pouvez certainement parler plus largement sur ça. Cela nous permet de construire une infrastructure relativement moins chère. Moi, je ne suis pas un ingénieur. Moi, je suis un entrepreneur. La toute première chose, si je regarde quelque chose et je fais un investissement, comment est-ce que je peux avoir un retour sur investissement? Et ce n'est pas sur l'infrastructure normale. Eux, ils n'ont pas à réfléchir sur ça. Ce n'est pas une préoccupation. Il ne faut pas se casser la tête, de trouver des solutions. Donc, c'est la différence majeure que nous avons, nous. Ce n'est pas seulement les membres de l'équipe. Il y a plus de 20 000 personnes qui travaillent avec nous, qui nous disent comment faire des choses, etc. Et on travaille sur de nouvelles infrastructures. C'est très important. On a regardé tous les plans, les détails techniques. On a les permis de construire, etc. et de travailler. Donc, cela avance très bien. Il y a des process innovatifs pour baisser le coût, tout cela. Et le coût, c'est en fait le coût de l'achat et de la production, n'est-ce pas? Et il y a aussi le coût de retour aussi sur cet investissement. Donc, en fait, même si cela coûte 2 fois mieux, si vous trouvez votre retour et vous entrez dans les fonds, bon, ben, c'est tout ce qui compte. Deuxième question, de se globaliser. Oui, c'est ce qu'on fait. Vous voyez, moi, dans l'île, moi, je marche ici. Je pense que vous n'avez pas de problème de circulation ici. D'après ce que j'ai vu aussi, vous connaissez Moscou, les gens conduisent sur les trottoirs ou bien les trottoirs piétonnes, les zones piétonnes, etc. Et même à Los Angeles, par exemple, c'est mauvais, mais ce n'est rien comparé à Beijing, Mumbai, Shanghai. C'est des problèmes immenses et ils ne savent pas du tout quelle serait la solution. Et nous offrons une solution. Les solutions existent, sauf que cela a un certain coût, même ils sont très chers. Et donc, les nôtres de solutions, c'est un peu moins cher, cela s'autofinance, en fait, et on a nos business models qui sont plus innovateurs. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a pas le temps de prendre une autre question parce que nous devons libérer cet endroit qui va être métamorphosé pour la session suivante qui, je crois, est filmée. Donc, il faut un décor particulier. Je ne sais pas si vous restez, vous verrez. Merci à tous de votre participation. Merci aux intervenants. Je pense qu'on peut... Sénamé disait tout à l'heure, voilà, on peut les applaudir. Sénamé disait tout à l'heure, on n'est pas des hippies. Mais quand même, en vous écoutant, je repensais, il y a quand même peut-être un point commun entre les hippies et les entrepreneurs de la 3e révolution industrielle. C'est, vous savez, ce slogan des années 60 qui disait « Si vous ne contribuez pas à la solution, vous contribuez quand même un peu au problème ». Merci beaucoup.